Bonjour et bienvenue dans Faut pas croire. Se réveiller chaque matin et devoir, contre salaire, accomplir un job absurde ou des tâches jugées creuses. Se réveiller chaque matin et travailler beaucoup, parfois trop, et sentir grossir la pression sociale de réussir sa vie avant de chercher, sans jamais le trouver, un sens à son travail et à sa vie. Et si l'équation était impossible à résoudre lorsque sont entremêlés travail, réalisation sociale et épanouissement personnel ? Ou au contraire, et si le bonheur dans le job était la clé de tout ? Regardez ce reportage d'Alain Hugui, on en discute juste après. 1942. Dans son essai sur l'absurde, Le mythe de Sisyphe, Albert Camus écrit « Il n'est pas de punition plus terrible que le travail inutile et sans espoir. » Il n'est pas de punition plus terrible que le travail inutile et sans espoir. Depuis, le travail a évolué. Il s'est mondialisé, transformé, digitalisé, mais ne semble pas nécessairement donner plus de satisfaction. Aujourd'hui, beaucoup de tâches qui sont réalisées au sein des organisations sont des tâches qui ne sont pas là pour nourrir la mission première, la raison d'être, mais pour nourrir le système. Donc évidemment que si vous faites partie des métiers qui sont là pour nourrir le reporting, qui sert à faire des rapports annuels pour que ce soit des actionnaires ou des tiers, le sentiment de sens peut être évidemment questionné. La perte de sens d'une fonction, d'un métier, un sentiment d'inutilité semble être symptomatique de ce que l'on désigne par le néologisme « bore-out », l'ennui au travail, la perte de toute motivation. Il y a d'abord cette espèce de conviction que ce que je fais n'a pas de sens et n'a pas d'impact, un sentiment de manque de valeur, finalement, quel est mon apport ou quelles sont mes réelles compétences, et puis une sorte de perte d'espoir dans l'avenir. Finalement, ce sentiment de vide, cette impression intérieure d'inutilité, ces burn-out, bore-out, brown-out, ne seraient-ils pas les conséquences visibles d'un système analysé par l'anthropologue américain David Graeber ? En 1913 déjà, il met un focus sur la croissance d'emplois inutiles dans les entreprises. Dans son pamphlet « Bullshit Jobs », littéralement « job à la con ». David Graeber propose qu'on se pose cette question pour savoir si un travail est un job à la con ou pas. Est-ce que si ce travail venait à disparaître, est-ce que ça poserait des problèmes insolubles pour la société ? Et il donne le cas de 2 grèves qui ont eu lieu dans les années 80 à New York, sauf erreur. L'une d'elles concernait les employés d'une déchetterie et l'autre concernait des banquiers. Après 10 jours, on a très vite vu que la ville était insalubre, donc toutes les revendications des employés de la déchetterie ont été accordées à ces employés. En revanche, les banquiers qui pensaient que les commerces allaient s'arrêter de fonctionner, ça n'a pas été le cas. Tout le monde a continué à travailler, il y a un système D qui s'est mis en place. Dès lors, le chercheur en tire la conclusion suivante. Les employés de la déchetterie font un travail indispensable et qui n'est pas un job à la con. La chose est moins certaine concernant la bien-pensance managériale. L'expérience de Graeber met en lumière les failles d'un système économique complexe, basé sur ce qu'il appelle la féodalité managériale. Un phénomène croissant depuis les années 70 qui, selon lui, tend à contaminer les domaines bancaires, mais aussi d'information ou encore des assurances. Ce qu'il appelle la bullshitisation, c'est que ces métiers-là vont rajouter à d'autres professionnels qui font un travail qui a du sens, qui a un impact réel, un certain nombre de tâches absurdes, des procédures bureaucratiques, une charge administrative, un certain nombre de réunions très chronophages et inutiles, donc qui vont rajouter des tâches inutiles aux métiers ou aux professions qui, par ailleurs, sont protégées de ce phénomène. Donc, une sorte de contamination de l'environnement professionnel. Une contamination à plusieurs facettes. Spécialisée en économie politique, Béatrice Hibou est directrice de recherche au CNRS. Elle est l'auteure du livre « La bureaucratisation du monde ». Interviewée à Rue 89 ou dans le journal Le Monde, elle évoque le temps passé à remplir des formulaires et celui dédié à se conformer à des procédures. Pourtant,
certains arrivent tout de même à quitter ce labyrinthe administratif. Alexandre Boyer était trader à New York. La vue depuis son bâtiment plongeait sur l'île de Manhattan. Image d'une véritable réussite sociale. J'ai été recruté par une compagnie américaine pour développer toute la clientèle française. Donc, c'est-à-dire c'était vraiment le marché des taux d'intérêt donc interbancaire, donc entre banques. Donc c'est vraiment le marché du prêt et de l'emprunt. Donc les banques, quand on fait un emprunt, se retournent après sur les marchés financiers pour emprunter suivant le nombre de prêts qu'ils ont fait. Donc c'était très très intéressant. C'était des horaires aussi assez fous parce que on travaillait avec l'Europe aux États-Unis, donc on se levait, j'allais au travail à 4h du matin, et puis il y avait un côté décalé mais qui était assez sympa. Cela dure quelques années, puis Alexandre prend un poste à Londres avant de revenir en Suisse. De retour au pays momentanément sans emploi, il opère une transition professionnelle radicale et se lance dans l'événementiel et la décoration. J'ai développé une curiosité qui fait que mon métier, du coup, chaque jour est différent aussi, et que je vais chercher des nouvelles idées. Ça, dans mon métier d'avant, la création dans les marchés bancaires, oui, sur certains produits, mais pour moi, c'est un côté mathématique ou autre, mais ce n'était pas du tout mon domaine d'affection. Et donc là, je me suis vraiment bien trouvé. Pour l'ancien trader, les plans de chantier ont remplacé les cours boursiers. Ce travail, aujourd'hui une rénovation de restaurant, est générateur de sens et de satisfaction. En gros, on voit le résultat de ses actions, de ses pensées, ses émotions. Enfin, je trouve que c'est un catalyseur, et puis ça a été vraiment un accélérateur pour moi d'émotions. C'est vraiment quelque chose que j'affectionne à fond. Ouais. Un sentiment de liberté que ne connaissait pas Yann. Il était responsable de vente dans un établissement bancaire, à la tête d'un service de 300 personnes. Un poste à responsabilité dans un contexte qui lui semblait perdre peu à peu de son sens. Les banques ont été à l'époque les poules aux œufs d'or, et puis avec cette double crise qui est survenue depuis 2008, sont devenues beaucoup moins rentables. Et ce que je dis toujours, c'est pour avoir un équilibre dans une entreprise, vous devez avoir un équilibre entre trois sphères, les employés, les clients et les actionnaires. Et en fait, après 2008, la balance a beaucoup penché du côté des actionnaires, ce qui fait que les exigences de rentabilité et de productivité ont fortement augmenté. C'est devenu un enfer administratif, contrôlé par des batteries de juristes et ce qu'on appelle des compliance office qui sont devenus démesurés, avec une liberté d'action et puis d'initiative qui était extrêmement limitée. Le banquier quitte ses fonctions en 2019, passe la soirée avec Arnaud, un ami proche, qui lui lance sur le ton de la boutade l'idée de produire du rhum, une boisson que tous deux apprécient. L'idée fait son chemin, et 2 ans plus tard, ils sont à la tête de Banquero, un rhum suisse au nom qui sonne comme une revanche. La mélasse de canne à sucre bio est importée des Caraïbes et la distillation s'opère dans le petit village de Féchy, sur la côte vaudoise. J'affectionne beaucoup la liberté, c'est une de mes valeurs cardinales, et de partir sans rien du tout. C'est ce que je disais, quand on veut conquérir de nouveaux horizons, la meilleure manière, c'est de brûler les caravelles quand on débarque sur l'île. Pas de retour possible en arrière. Et là, je me projetais vers l'avant avec l'ensemble du champ des possibles ouvert. Et je pense que ça a été salvateur, puisque si je fais le point 2 ans après, le chemin parcouru est immense, et j'aurais pas pu le faire en étant employé de banque et en réfléchissant, en essayant de planifier la suite. En parallèle à la production d'alcool, Yann a retrouvé un poste de cadre dans une société lausannoise de gestion administrative et de conseil aux entreprises. Partant des banques, je déplorais le manque de liberté, le manque de créativité. Eh bien, quand vous êtes indépendant, en tout cas on a un certain degré d'indépendance, eh bien, vous regagnez cette liberté, la liberté d'entreprendre, une certaine marge de manœuvre, et puis également de la créativité. Et ça, ça change ma vie de pouvoir avoir cette marge de manœuvre et cette latitude. Dans des pays développés qui ont mis en avant la réussite professionnelle comme la manière de se distinguer,
on a fait du travail une sorte de religion. On a érigé des statues pour des divinités, ces grands capitaines d'industrie, ces hommes, souvent des hommes forts d'ailleurs, qui traduisent la réussite totale, les success stories. On se rend compte qu'en fait, ces prophètes sont aussi perdus que nous. C'est pas parce qu'on travaille moins qu'on va tomber dans l'oisiveté totale, qu'on va devenir des assistés, des fainéants, etc. Mais que cette énergie et cette créativité, on peut l'utiliser pour construire un autre monde. Bonjour Michel Aladef-Jones, vous êtes psychosociologue, vous enseignez à l'Université de Fribourg et à l'Université de Columbia à New York. Alors on sort de ce sujet, de ce reportage et je veux en souligner la première phrase. Il n'y a pas de punition plus terrible que le travail inutile et sans espoir. Est-ce que c'est vrai ça ? C'est certainement vrai, c'est-à-dire que j'étais très touché par cette référence à Camus, parce que après avoir écrit le mythe de Sisyphe, il a aussi écrit L'homme révolté, et pour lui, dans cette condition de l'absurdité, il y a aussi de quoi puiser pour se révolter. Et la révolte, c'est pas forcément la révolution, mais en tout cas cette capacité de s'affirmer aussi face à un ordre qui mérite peut-être d'être contesté. Et ça me touche. On va parler de l'absurdité des choses et du monde du travail, mais d'abord je vous accueille. Robin Jolissaint, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes doctorant en sciences des religions, en sciences sociales, et vous êtes aussi sociologue. Vous avez consacré une large partie de vos études à cette question-là, à la question du travail. Et pourquoi cela ? Dans le débat public et politique, le travail il est souvent conçu sous une seule de ses dimensions. C'est la dimension financière. Donc le travailleur produit une valeur avec son activité, une valeur monétaire, et grâce à ça, il a le droit de recevoir un salaire qui lui permet de vivre sa vie. En tant que sociologue, on ne se contente pas de cette dimension-là et on regarde l'entier du phénomène. Donc grâce à ça, j'ai vu des phénomènes ou des thèmes tels que le sens justement au travail, la justice sociale, la juste rémunération, mais aussi par exemple l'empreinte écologique du travail. Donc si on se pose la question de la fonction sociale du travail, ça nous pousse peut-être à redéfinir exactement ce qu'est le travail, et plus loin aussi peut-être qu'est-ce qu'est l'économie, ou peut-être comment l'économie devrait-elle être. Jusqu'à s'interroger peut-être sur dans quel monde vit-on. Michel Aladef-Jones, cette question du sens au travail, de l'épanouissement professionnel, est-ce que c'est une question de nantis ? Est-ce que c'est un luxe qu'on ne peut que se payer dans nos sociétés occidentales ? Alors, si on entend le luxe comme étant quelque chose dont on peut se passer, qui est superflu, je pense que cette question n'est pas une question luxueuse à se poser. Je pense qu'elle est nécessaire, elle est importante, et on voit aujourd'hui qu'on ne peut pas s'en passer souvent. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'elle est donnée à tout le monde, et en ce sens-là, elle est un privilège. C'est-à-dire que le fait de pouvoir se poser la question du sens de ce que l'on fait exige des ressources, et que ces ressources, malheureusement, tout le monde n'en dispose pas de la même manière. Dans l'histoire, Robin Jolissaint, c'est récent, cette préoccupation du sens du travail ? C'est relativement récent, je pense qu'on peut la dater autour de mai 68, les années 60, les années 70, où il y a un basculement qui arrive. C'est-à-dire qu'on a eu jusque-là, on sort de la guerre, on a eu les 30 Glorieuses, et la critique sociale qui était jusque-là consacrée à la question des bonnes rémunérations, des conditions de travail, change un peu, et là on demande en fait un petit supplément d'âme. En fait, on a envie de savoir, j'ai aussi envie d'avoir du sens dans mon travail, j'ai envie de trouver une motivation quand je vais tous les matins travailler. Et puis ça a été une condition un peu de la survie du capitalisme que la critique sociale a permise. Elle a dit, si on veut continuer à jouer le jeu en tant que travailleur, alors on doit trouver du sens individuellement à ce qu'on fait. L'économie a joué le jeu, en fait, très rapidement. Les entreprises ont intégré cette condition, et elles ont permis, notamment grâce à l'incorporation des psychologues dans les domaines de ressources humaines, à mettre en forme comme ça le sens pour les travailleurs, pour les employés. Ce qu'on peut regarder avec du recul aujourd'hui, 50 ans plus tard, c'est que peut-être on est allé trop loin, ou peut-être qu'il y a aussi une face sombre à cette idée du sens au travail qui est devenue presque une obligation. L'entreprise vous promet du sens dans votre travail, si vous ne le trouvez pas, c'est votre faute.
avec tous les problèmes psychologiques ou sociaux que ça peut apporter. La question du sens, la question du travail, Michel Aladef-Jones, elle se résume aussi dans les mots de Gouroch Massoudi qu'on a entendu dans le reportage et qui dit finalement on a fait du travail une religion. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Alors, je ne sais pas si on peut dire qu'on a fait du travail une religion, mais ce qui est évident, c'est qu'aujourd'hui, ça reste une des institutions à travers lesquelles on se forme, on évolue, on s'épanouit, en plus du fait que ça doit servir évidemment à subsister dans son existence. Ce qui est certain, et je rejoins ce que vous disiez avant, c'est qu'aujourd'hui on a internalisé en fait la responsabilité de devoir faire sens de ce que l'on fait au travail. Et cette internalisation, le fait qu'on ait fait sien la responsabilité de devoir trouver du sens à ce qu'on fait, plutôt que d'attendre des institutions de nous le fournir, ce sens, cette responsabilité, elle représente un poids qu'il faut savoir négocier, réguler tout au long de sa vie, et ça, c'est pas toujours évident. C'est pour ça, Robin Jolissaint, que la réussite professionnelle est tellement sacralisée. On entendait dans le sujet quelqu'un qui disait finalement les capitaines d'industrie sont montrés, sont sacralisés comme ça. C'est pour ça. Oui, en partie, c'est pour ça. Effectivement, la question de la religion et du sacré, ça dépend ce qu'on met derrière. Si on se dit que la religion, c'est un concept ou des croyances partagées qui permettent de donner du sens aux individus via une définition de ce qui est bien, de ce qui est mal, en se basant sur certains mythes, alors probablement que le travail aujourd'hui correspond à ces critères-là. Il n'y a pas que les grandes religions qui ont permis ça dans l'histoire. L'État-nation a permis de traverser les guerres. La société de consommation permet encore aujourd'hui de donner du sens à nos activités. On achète certaines marques pour se donner une image, une identité. Le travail participe aussi à ça, mais d'une manière particulière. On est passé de mythes qui étaient collectifs à des mythes qui sont, ou disons à un mythe qui repose sur l'individu. La croyance est devenue individualisée. Ce grand mythe, si on devait lui donner un nom, moi je l'appellerais le néolibéralisme. C'est le mythe que l'individu est tout-puissant et qu'il a la responsabilité de se développer, de s'émanciper des normes sociales, d'être maître de son bonheur, de sa réussite. Et le travail, en fait, offre un champ parfait pour se développer. On y passe la plupart du temps de notre journée, on peut recevoir des projets, on est évalué, on a des clés pour démontrer qu'on est compétent, qu'on a une valeur qu'on peut démontrer via le travail. Et les employeurs ont d'ailleurs profité de cette occasion-là. La face sombre que vous soulignez, Robin Jolissaint, Michel Aladef-Jones, on peut aussi s'interroger sur comment sortir de cette solitude, comment sortir de cette responsabilité individuelle à tout va. Est-ce qu'il faudrait changer de système économique, sortir du néolibéralisme pour avoir peut-être plus de paix au travail et plus d'épanouissement ? L'une des difficultés, c'est que, de nouveau, comme on a internaliser le fait qu'on a la responsabilité de s'épanouir ou de trouver un sens à son existence, c'est vrai que ça demande de faire un changement de perspective pour se rendre compte que c'est effectivement des conditions qui sont des conditions sociales, institutionnelles, qui nous contraignent en fait. Et c'est en ce sens-là où la référence à Camus elle est intéressante, parce que le fait à un moment donné d'oser prendre du recul et de se donner les moyens de prendre du recul par rapport à un contexte professionnel qui peut être vécu comme insatisfaisant, source de souffrance ou source d'absurdité, une fois qu'on a pris ce recul-là, on peut effectivement commencer après à se poser des questions qui peuvent impliquer des questions de finalement comment penser cette problématique-là collectivement. Mais ça demande dans un premier temps de pouvoir déjà faire ce premier pas de recul. Et ça demande du temps. Un pas de recul, surplomber sa vie ou ses problèmes demande aussi de prendre du temps, d'avoir du silence. Alors est-ce que c'est possible ? Ça demande un certain nombre de ressources. Alors on l'a vu aussi dans le reportage, ça peut survenir quelque part dans la vie des gens de différentes manières. Parfois c'est à travers des périodes de transition, plus ou moins forcées, contraintes ou au contraire choisies. Parfois c'est à cause de
problématiques de souffrance au travail qui font que tout d'un coup on est contraint de devoir prendre ce recul-là. Et effectivement, après ça prend du temps et ça exige surtout d'être dans un environnement où on se sent suffisamment en sécurité pour aussi pouvoir remettre en question des choses. Vous le disiez, le travail prend un temps énorme dans nos vies et donc de pouvoir s'extraire de cet ordre-là pour tout d'un coup pouvoir se poser la question de ce qu'on a envie vraiment de faire, de où sont nos désirs. Oui, ça demande du temps, ça demande de se sentir en confiance là où on est pour pouvoir le faire et d'être éventuellement aussi bien entouré. Et la question des ressources, elle est vraiment centrale là. Robin Jolissaint, est-ce qu'il y a une différence entre l'emploi et le travail ? Je pense qu'il y a une différence qui est fondamentale. L'emploi, c'est vraiment, on reçoit une mission d'un employeur qui nous définit nos tâches dans un temps donné et qui, en contrepartie, sera d'accord de nous donner un salaire. En dehors de ça, je pense que beaucoup de personnes travaillent. La femme au foyer qui reste à la maison, on n'oserait plus dire aujourd'hui qu'elle ne travaille pas. Mais les exemples sont multiples et je préfère penser en termes... faire équivaloir travail et contribution sociale. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que même le travail employé, en fait, la mission d'une entreprise est d'apporter quelque chose à la société. Elle apporte des biens ou des services. Mais même quand on n'est pas employé dans une organisation, on contribue à la société. Prenons un exemple, les militants pour le climat aujourd'hui pourraient considérer comme étant oisifs ou étant peut-être néfastes d'une certaine manière parce qu'ils ne rentrent pas dans le cadre économique. Mais quand on pense en termes de contribution sociale, ils passent leur temps libre à provoquer un débat citoyen, à écrire des rapports que, s'ils étaient écrits par les autorités ou les entreprises, seraient considérés comme du travail. Quelle est la réelle différence ? Est-ce que c'est simplement parce qu'un travail n'est pas salarié et l'autre le serait ? Donc je pense que toute contribution sociale mérite en fait d'être considérée comme une forme de travail. Alors on en vient, Robin Jolissaint, à la question du revenu universel. Est-ce que l'instauration d'un revenu universel, vous nous expliquez d'abord ce que c'est, mais est-ce que l'instauration du revenu universel pourrait favoriser l'épanouissement professionnel ? Alors qu'est-ce que c'est d'abord ? C'est un revenu qui est financé par l'État et qui est offert à tout citoyen, peu importe sa condition, et il n'a pas besoin de prouver qu'il est actif. C'est la différence avec un salaire minimum qui, lui, nécessite qu'on soit actif pour recevoir le salaire. Maintenant, la question de savoir est-ce que ça pourrait favoriser plus d'activité ou un travail qui est différent, peut-être plus de sens dans le travail aussi. Alors, ce qu'on peut remarquer, d'une part, c'est que beaucoup de travail qui est fait en entreprise aujourd'hui ne fait plus sens. Et dès le moment où les gens n'auraient plus besoin de leur salaire parce qu'ils auraient un revenu à côté pour subvenir à leurs besoins, alors ils pourraient effectivement choisir peut-être de réduire leur temps de travail et de compenser une partie par des activités qui font du sens pour elles-mêmes. Ça peut être au niveau d'une nation, le militantisme ou d'autres choses. Ça peut être au niveau d'une collectivité locale, une association, ou alors familiale, prendre soin des enfants, des grands-parents, etc. Michel Aladef-Jones, qu'est-ce que vous pensez, vous qui suivez des personnes qui sont en changement de vie, qui cheminent comme ça, en changeant de travail, parfois du revenu universel ? Alors moi je pense que c'est effectivement... parmi d'autres dispositifs, d'autres moyens, une ressource qui peut être essentielle pour donner justement ce sentiment d'avoir une marge de manœuvre, en fait. Et je crois que ça, c'est essentiel pour pouvoir se poser la question du sens. On doit avoir le sentiment d'avoir le choix. Et pour avoir le choix, il faut pouvoir disposer effectivement d'une certaine liberté, y compris économique. Et en ce sens-là, je pense que le revenu universel offre... des ressources pour le faciliter. Je l'ai dit, vous accompagnez des personnes qui changent de vie, qui changent de travail, qui évoluent dans leur parcours. Est-ce qu'aujourd'hui, changer de travail, se réinventer, est-ce qu'aujourd'hui c'est devenu la norme, alors que peut-être par le passé, c'était la loyauté de l'employé pour le patron qui était la norme ? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on est dans un nouveau paradigme quelque part et vous rameniez ça tout à l'heure à la fin des 30 Glorieuses, c'est aussi comme ça que je perçois les choses, où effectivement au cours d'une vie on est amené à exercer différents emplois, différentes activités et du coup se pose la question de savoir finalement comment est-ce qu'on régule tout au long de son parcours les activités qu'on souhaite faire ou qu'on doit faire ou qu'on peut faire. Et la question du choix, elle se pose aujourd'hui d'une manière qui ne se posait pas il y a encore quelques décennies auparavant. Et du coup, c'est vrai qu'il y a un besoin chez beaucoup de personnes, à un moment donné, de pouvoir disposer d'un espace pour
penser et d'un temps pour penser le sens de ce qu'on fait. Alors c'est le sens du travail, mais c'est aussi le sens des rapports entre travail et famille ou entre les différentes sphères de son existence. Et là, il y a effectivement un vrai besoin qui est quasi anthropologique, je dirais. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui, en tout cas, dans les sociétés occidentales, je pense, qui se pose d'une manière certaine, parce que les institutions qui auparavant remplissaient ce rôle de donner un sens à nos vies n'ont plus autant d'importance nécessairement dans nos existences. Est-ce que la crise du coronavirus a rebrassé les cartes de notre relation au travail, Robin Jolissaint? Aujourd'hui, je n'ai pas encore les données pour le dire, mais c'est évident qu'on s'est posé toutes et tous énormément de questions sur notre propre travail et sur le sens qu'il a, plus largement pour nous, mais pour la société. Et puis, on a pu aussi comparer les conditions de travail avec notre famille, avec nos voisins peut-être. Donc, rabattre les cartes, certainement. Est-ce que ça va déboucher sur une remise en cause ou sur un renforcement des logiques? Ça, on ne le sait pas encore. Quel sentiment vous avez? Quelle impression vous avez? Jetez-vous à l'eau, Robin. Si je me jette à l'eau, je pense que ce sera divisé. Je pense que ça va renforcer en fait les tendances chez chacun. On a senti pas mal de conflictualité pendant ces crises de pandémie et je pense que les camps vont se renforcer. Michel Aladef-Jones, pour vous, la crise du coronavirus? Oui, alors moi je pense que ce qui est intéressant dans les phénomènes de crise, c'est que ça tend à accroître la fluidité en fait des situations. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est très crispé par rapport à cette crise parce qu'en fait, les cartes sont brassées justement. C'est-à-dire que quelque part, tout est possible et on ne sait pas ce qui va se passer. On ne peut pas se projeter dans un avenir de manière certaine. Et du coup, face à cette incertitude, face à cette fluidité de ce qui pourrait se produire, alors une réponse, c'est effectivement de se rigidifier, disons, et de se cramponner à ce qui nous sécurise. Mais une autre réponse, c'est aussi de se dire « Ah, si les cartes sont redistribuées, s'il y a des nouvelles possibilités qui s'offrent, alors il y a aussi des nouvelles opportunités de redonner sens à la situation. » Et c'est vrai qu'on dit souvent que la crise, c'est autant un danger qu'une opportunité. Aujourd'hui, on est dans un contexte où, aussi par la spécificité de cette crise sanitaire qui confronte le monde privé de la vie de famille avec le monde du travail, avec le fait qu'on doit par exemple travailler à la maison, forcément on repose la question de comment on équilibre de nouveau les sphères de notre existence. Et je crois que pour beaucoup de personnes, ça a été aussi une opportunité de déclic, d'agent provocateur, de catalyseur quelque part, qui facilite une réaction en chaîne, on pourrait dire, qui est de remise en question, de questionnement, qui je pense est assez saine en fait. Passer sa semaine à attendre le week-end, c'est donc pas une malédiction inévitable dans nos sociétés. Un mot, Michel Aladef-Jones? Alors, non, a priori, j'espère que... Et vous, Robin Jolissaint? Non, je pense qu'a priori, le week-end tend même à disparaître. On a des modes de vie qui sont de plus en plus dispersés, disparates. Mais en plus, la notion de cycle est importante. Toutes les sociétés ont eu besoin des cycles, des saisons, et le cycle hebdomadaire en est un aussi qui est important pour changer l'intensité. Merci. Merci à vous deux d'être venus sur ce plateau. Quant à vous, eh bien, si vous voulez réagir à cette émission, vous pouvez le faire sur nos réseaux sociaux ou à l'adresse fautpascroire@rts.ch.